Relance, puissance et appartenance, tels sont les trois axes posés par Emmanuel Macron pour la présidence française de l'Union européenne qui commence demain. Règles budgétaires, réforme de Schengen, défense européenne, régulation numérique, coopération avec l'Afrique. Le programme porté par le chef de l'État est chargé, d'autant qu'il est clair que la page de la crise sanitaire n'est pas tournée. Alors, dans quel moment européen arrive cette présidence française? Quels sont les terrains d'entente possibles, les désirs communs et les lignes de fracture au sein des 27? Bonjour Sylvain Kahn. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en géographie et professeur agrégé d'histoire à Sciences Po. Votre dernier livre, Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945, est publié au PUF. Et justement, c'est avec un autre point évoqué par Emmanuel Macron que j'aimerais commencer. Lors de sa conférence de presse du 9 décembre, il a dit souhaiter lancer un grand travail sur l'histoire de l'Europe pour lutter contre les révisionnismes. Il faut initier en France ce travail de forger une histoire et une historiographie de notre Europe. Alors vous, qui écrivez sur l'histoire de l'Europe, Sylvain Kahn, comment entendez-vous ce souhait exprimé par le chef de l'État ? Il faudrait savoir concrètement ce qu'il a en tête, évidemment, parce qu'on se méfie toujours, lorsqu'on est chercheur en sciences sociales, de ce que peut donner une injonction ou simplement un souhait qui émane de la classe politique et des dirigeants. Et je crois qu'on n'en sait pas beaucoup plus au-delà de ce vœu ou de ce slogan. Un besoin peut-être, en tout cas, voilà, de renforcer une histoire européenne pour contrer un autre discours, celui des révisionnismes. Disons que, s'agissant de l'histoire de la construction européenne, bien souvent, il y a, depuis que la construction européenne existe, c'est-à-dire depuis 1950, il y a bien souvent un diagnostic qui est fait, ou est-ce une représentation, voire un cliché consistant à dire de toute façon, il ne peut pas y avoir d'adhésion à la construction européenne tant qu'il n'y aura pas une histoire, on va dire, communément partagée. Bon, et il y a eu comme ça plus que des tentatives, des projets, des réalisations, comme un manuel franco-allemand de l'histoire de l'Europe, par exemple, qui était un très bon manuel du secondaire. Il y a eu des rapports qui ont été faits sur comment on enseigne l'histoire dans les collèges, dans les écoles des différents systèmes éducatifs européens. Bon, donc là, effectivement, il est très probable, comme vous le suggérez, Chloé Cambrelin, que Emmanuel Macron fasse appel au fait que, manifestement, il y a deux grandes idéologies actuellement qui se font face en Europe et que, par conséquent, il y a deux grands types de récits sur qu'est-ce que c'est que faire société quand on est européen aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que l'histoire de la construction européenne aujourd'hui. Et c'est peut-être à ça qu'il fait allusion. Mais alors après, concrètement, encore une fois, qu'est-ce que ça peut signifier ? Je le confesse humblement, je ne sais pas. Et peut-être qu'on ne le sait pas, peut-être que personne ne le sait vraiment pour le moment. Alors nous parlerons en deuxième partie des valeurs européennes, de ce qui fait ou non une culture européenne, de ce fameux sentiment d'appartenance qu'Emmanuel Macron souhaite développer. Vous, votre histoire de la construction de l'Europe depuis 1945, Sylvain Kahn, s'achève sur la crise sanitaire et ce fait important qu'a été le plan de relance de 750 milliards d'euros, une avancée de l'Europe comme construction politique intégrée, écrivez-vous. La suite, en tout cas, car la suite souhaitée par Emmanuel Macron, c'est une réforme des règles budgétaires, des critères de Maastricht. Est-ce que ça va vraiment être une discussion importante des prochains mois ? Alors, en fait, ça l'est déjà, et justement, ce que permet le recul historique, c'est de constater que ça l'est déjà depuis 30 ans. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays, dans presque tous les pays, mais surtout dans un certain nombre de pays, en particulier la France, au moment même où les critères de Maastricht ont été adoptés, c'est-à-dire au moment du début des années 90, quand on a prévu, on va dire, le mécanisme institutionnel qui allait encadrer la monnaie unique, il y avait déjà des débats sur est-ce que c'est une bonne idée, disons, d'avoir des critères de convergence, des critères de convergence, c'est-à-dire qu'on disait que dans tous les pays, pour qu'on puisse avoir une même monnaie, donc à l'époque on était en 90, 91, 92, et on se projetait sur l'année 2000-2001, et donc on fête très bientôt, on fête en ce moment les 20 ans de l'euro, ouais. Et quand on dit les 20 ans de l'euro, il faut faire attention, c'est-à-dire en fait, on fête les 20 ans où on commence à utiliser l'euro, alors qu'évidemment, l'euro était, d'abord en réalité, l'euro était dans les tuyaux dès 1988, souvent on
on raconte que l'euro aurait été la contrepartie qui aurait été imposée à Helmut Kohl et que celui-ci aurait accepté la contrepartie donc de l'unification allemande. Mais ce n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que c'est dès 1988 que l'euro est dans les tuyaux. Bon. Donc, dès cette époque... Ça date un peu maintenant, en particulier pour les jeunes générations qui, je n'en doute pas, nous écoutent à cette heure très matinale, un 31 décembre. Dès cette époque, il y avait déjà des grands débats pour savoir, mais est-ce que ça a un sens de considérer que tous les pays doivent ou non avoir un endettement public limité à tant de pourcents du PIB, avoir un déficit budgétaire limité, etc., etc. Bon. Et donc, ces débats existent, et il se trouve que dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid et de toutes ses conséquences économiques et sociales, ces critères ont été suspendus. C'est-à-dire que, quelque part au printemps dernier, donc en 2020, entre le mois de mars et le mois de mai, en 2 mois et demi, même en moins que ça, en 6 semaines, un débat qui durait depuis 30 ans a été tranché de façon complètement inattendue, il faut bien le dire. Voilà. Bon. Alors, la question que vous posez... C'est la suite, justement. C'est la suite, c'est-à-dire, est-ce que cette suspension des critères de Maastricht, qui encore une fois font que tous les pays qui rentrent dans l'euro acceptent à l'avance, personne ne les force, acceptent, et comme vous le savez, il y a des pays qui peuvent être dans l'UE sans entrer dans l'euro. Donc, on est loin, on va dire, de quelque chose qui ressemblerait à une espèce de dictature des États membres. Est-ce que la suspension de ces critères de Maastricht, donc limitation du déficit budgétaire, limitation de l'endettement public, limitation de l'inflation, de toute façon avec l'inflation en ce moment, l'inflation est en train de repartir et la Banque Centrale Européenne n'y peut pas grand-chose, est-ce que oui ou non ces suspensions temporaires, c'est comme ça que ça a été voté à l'unanimité par les chefs d'État et de gouvernement, par le Parlement européen, est-ce que ces suspensions temporaires va ou non être un provisoire qui dure? C'est ça la question posée par Macron. Il l'a également posée avec force avec son homologue italien Mario Draghi. Voilà, avec une tribune dans le Financial Times il y a quelques jours pour ce qu'ils appellent une nouvelle stratégie de croissance. Donc voilà, ce débat, il est ancien, effectivement, Sylvain Kahn, et en même temps, vous dites vous-même qu'il a connu quand même une accélération là, dans les faits, sous l'effet de la crise sanitaire. Mais là, dans un sens, il est tranché. Il est tranché, c'est-à-dire puisque les critères de Maastricht sont suspendus depuis... Oui, mais il est tranché provisoirement pour le moment. Paraît-il. Voilà. Enfin, vous savez, dans l'histoire de l'Union européenne, le provisoire qui s'arrête au bout d'un an, c'est assez rare. Alors, donc, sous l'effet justement de la crise, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé au niveau de l'Union européenne, parce qu'on a d'abord vu une absence de coordination, puis les achats en commun de vaccins, ce plan de relance donc. On parle désormais d'Europe de la santé. Est-ce que ce que vous nous avez décrit là concernant les critères budgétaires, finalement, est-ce qu'on le voit dans d'autres domaines aussi? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il y a eu une espèce d'accélération sur certains points de dossiers qui existaient en fait depuis longtemps? Alors, moi, il me semble que oui. Alors évidemment, il y a des débats. Là, on est dans ce que Jean-François Sirinelli appelait l'histoire immédiate ou l'histoire du temps présent. Moi, il me semble que là, on est dans, ou on vient d'assister, tout ce qui s'est passé en 2020, à ce qu'on appelle dans l'histoire de l'intégration européenne une relance. Alors, il y a une ambiguïté dans le mot français, puisque quand on dit le plan de relance, en général, c'est le plan de relance de l'économie. Mais il se trouve qu'en français, ce qui n'est pas le cas ni en anglais ni en allemand, le mot relance, en tous les cas, dans l'historiographie de la construction européenne, ça veut dire aussi, quand après 5 ans, 10 ans ou 15 ans, on va dire, de tâtonnement ou d'avancée un peu bancale, tout d'un coup, la construction européenne se relance, repart dans son ensemble. Et là, moi, il me semble effectivement que ce qui s'est passé en 2020, avec le fameux plan de relance que vous évoquiez tout à l'heure, qui est financé par un endettement commun, c'est ça qui est très important, avec l'émission de bons du Trésor européen, ce qui était là aussi un vieux débat qui tout d'un coup a été réalisé. C'est-à-dire, tout d'un coup, les États membres de l'Union européenne ne sont pas seulement solidaires entre eux, ils décident d'exister ensemble comme dirait Jean-Marc Ferry, comme méta-État. Voilà, il y a une espèce d'État européen, puisque dès lors qu'on émet des bons du Trésor, en général, les bons du Trésor, c'est émis par des États. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a une avancée très importante. Et au-delà des réalisations dont il s'agit, il y a une dynamique, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on sent bien que
Quand bien même il y a toujours des débats sur est-ce qu'on aime l'Europe fédérale, est-ce qu'on préfère une Europe confédérale, est-ce qu'on préfère une Europe des nations, est-ce qu'on préfère une Europe très intégrée. Il y a une espèce de dynamique qui fait que toutes les classes politiques, on le voit bien au Parlement européen, dans les parlements nationaux, dans les sondages, etc., quels que soient les débats, encore une fois, qui existent dans une vie démocratique entre les souverainistes et les européistes, là, en gros, il y a une convergence pour dire c'est dans le cadre européen qu'on arrive malgré tout à s'en sortir le moins mal, à avancer. Et effectivement, il y a eu tout un tas d'éléments qui peuvent permettre de parler d'une Europe de la santé, que ce soit notamment les commandes d'achat groupés. On l'a d'abord vu pour les masques, ensuite on l'a vu pour les vaccins. Et ça a permis de faire en sorte que tous les États membres et donc toutes les sociétés ont pu avoir accès à autant de doses de vaccins qu'elles estimaient en avoir besoin. C'est un exemple. Sous la présidence portugaise de l'Union européenne, donc il y a un an, on a considérablement renforcé le centre européen, qui veille et qui fait des statistiques sur les maladies. C'est un autre exemple. Voilà, il y a des, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a des subventions très importantes qui ont été données à l'Europe de la recherche pour la recherche biomédicale, etc. Et en même temps, il y a eu aussi ce retour, ou en tout cas cette popularité de la notion de souveraineté qui est aussi revenue en force avec cette crise, avec parfois un flou sur le périmètre, parce qu'on parle aussi beaucoup de souveraineté nationale. Et comment se fait ce partage, Sylvain Cane, justement, les lignes bougent-elles? Effectivement, ce qui là encore paraît à la fois paradoxal et très intéressant, c'est d'appliquer le terme de souveraineté à l'Europe. Parce que, vous voyez, on a quand même dit, enfin, quand je dis on a quand même dit, c'est surtout les dirigeants ou les classes politiques des différents États membres ont quand même dit pendant plusieurs décennies qu'il fallait bien distinguer les États membres qui sont dotés de la souveraineté, on va dire, de la souveraineté étatique en particulier, de la construction européenne elle-même, qui est une espèce de construction un peu molle, un peu floue, avec des centres de décision qui sont en fait polycentriques. Voilà. Et là, tout d'un coup, alors quand je dis tout d'un coup, c'est surtout dans le domaine politique à Emmanuel Macron qu'on le doit depuis son élection. Dans le domaine des sciences sociales, il y a quand même un certain nombre de chercheurs ou d'auteurs qui avancent, qui essayent de réfléchir, disons, à qu'est-ce que c'est que la souveraineté dans le cadre de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous, on a plutôt tendance à penser que l'Union européenne, la construction européenne depuis 1950, où il y a une espèce de mutualisation de l'exercice de la souveraineté, parce que c'est de ça dont il s'agit. En gros, depuis 1950, dans un certain nombre de domaines bien précis et bien circonscrits, et maintenant c'est même y compris la monnaie, les États membres, donc les sociétés et leurs dirigeants, disent « Eh bien, je considère que les décisions que je vais prendre sur mon territoire, appliquées à ma population, je vais les les prendre en commun avec mes voisins, et réciproquement, je vais être co-décisionnaire d'un certain nombre de décisions qui vont s'appliquer sur le territoire de mes voisins. » Donc, nous, on estime, dans le domaine des sciences sociales, que la notion de souveraineté a considérablement bifurqué en raison de la construction européenne. Alors maintenant, les politiques s'en sont emparés avec leur propre agenda, et c'est tout à fait intéressant. Et effectivement, ça peut, du coup, dès lors qu'on considère que ça fait évoluer la notion de souveraineté, à ce moment-là, il n'y a pas d'incompatibilité ou de contradiction avec la notion de souveraineté telle qu'elle était appliquée dans le cadre des États-nations. Ça oblige, me semble-t-il, ça invite, parce que ce n'est pas du tout une obligation, mais ça invite à considérer que la souveraineté dans le cadre des États-nations, c'est en fait un moment de l'histoire des Européens. On a un peu tendance à considérer que les États-nations, ça existe de tout temps, de toute éternité. En réalité, c'est quelque chose qui a un début, qui est assez récent et qui peut-être un jour, est-ce que c'est dans 50 ans ou dans 350 ans, s'effacera au profit d'un autre type de construction sociale. Alors, au chapitre souveraineté et puissance, il y a bien sûr la défense européenne. Emmanuel Macron souhaite avancer dans ce sens, on le sait. On dit souvent que c'est un serpent de mer. Vous vous rappelez dans votre livre que c'est aussi une longue histoire, en fait, au début de la construction européenne, avec l'échec de la communauté européenne de défense. Donc, ça ne vient pas de nulle part non plus. En effet, ça ne vient pas de nulle part. Bon, là, disons... cet échec que vous rappelez,
il date de 1954. Le projet était dans les tuyaux depuis 1950. Voilà. Bon. Alors, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est oui. que justement ce serpent de mer, est-ce qu'aujourd'hui on avance vraiment là-dessus? Alors, oui et non. Sans dire C'est-à-dire que c'est souhaitable ou pas, mais est-ce que ça avance en tout cas? Disons, il y a des avancées. Il y a des avancées ponctuelles. En fait, ce qu'on appelle l'Europe de la défense avance par projet. Voilà. Et non pas par un dessin d'ensemble. Pour une raison, me semble-t-il, qui tient en une explication, qui est que les industries de défense en Europe sont tellement concurrentes entre elles, tellement anciennes, est tellement lié quasiment de manière incestuelle aux États-nations, aux appareils d'État, que c'est très compliqué de faire l'Europe de la défense. Voilà, on n'a qu'à voir quand les dirigeants français, tous les présidents de la République en réalité, depuis les débuts de la Ve, font des grands voyages à l'étranger, où ils deviennent les grands VRP de l'industrie de défense française, il suffit de voir ça pour comprendre qu'il y a une contradiction avec le fait de mettre en tête de son programme de présidence française du Conseil de l'Union européenne une avancée de l'Europe de la défense. Alors cette contradiction, elle se résout plus ou moins bien, mais en tous les cas, c'est pour ça que c'est un serpent de mer. Maintenant, il y a un moment qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des Européens ne considèrent plus ou considèrent beaucoup moins, la puissance militaire française, entre guillemets, comme une anomalie ou une bizarrerie. Parce que les Grecs, par exemple, le gouvernement grec a été très content il y a quelques mois de voir la marine française venir patrouiller dans les eaux grecques, qui sont aussi les eaux européennes, au moment où il y avait des intrusions de la marine turque. C'est un exemple. Le fait qu'il y ait une force de dissuasion nucléaire française a longtemps été vu comme une anomalie ou une bizarrerie. Aujourd'hui, alors que on sait qu'on ne peut plus compter dans la durée de manière fiable et certaine et stable sur l'allié américain, on se demande si finalement le fait qu'il y ait un État membre de l'UE qui ait une capacité de dissuasion nucléaire, peut-être que ça peut être intéressant. Vous voyez, ça change. Et il s'agit là, dans un premier temps, pour la France, d'essayer de faire adopter ce qu'on appelle donc la boussole stratégique, qui synthétise les objets stratégiques communs aux Européens. Vous restez avec nous, Sylvain Kahn, docteur en géographie et professeur agrégé d'histoire à Sciences Po. Je rappelle votre dernier livre, Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945, au PUF. Vous restez avec nous, nous vous retrouvons dans une vingtaine de minutes et vous serez rejoint par le metteur en scène Emmanuel de Marci-Motta, directeur du Théâtre de la Ville et président de la saison croisée France-Portugal 2022. Pour poursuivre et élargir cette discussion, nous interrogerons aussi l'existence d'une culture européenne ou d'une Europe de la culture à travers également la question du sentiment d'appartenance et des valeurs européennes qui provoquent tant de débats. Vous écoutez France Culture, il est 8h. Il est 8h21 et nous poursuivons la discussion ouverte ce matin à la veille du début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Vous êtes toujours avec nous, Sylvain Kahn, docteur en géographie et professeur agrégé d'histoire à Sciences Po, auteur récemment d'une histoire de la construction de l'Europe depuis 1945, publiée au PUF. Nous avons parlé avec vous avant 8h de règles budgétaires, de souveraineté, d'Europe de la défense et nous accueillons pour cette deuxième partie Emmanuel de Marci-Motta. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes metteur en scène, bien sûr, directeur du Théâtre de la Ville à Paris, du Festival d'automne et président de la saison croisée France-Portugal 2022, saison qui s'inscrit dans cette présidence française de l'UE. Alors, pouvez-vous nous en dire quelques mots, Emmanuel de Marci-Motta, nous présenter cette saison croisée France-Portugal ? Vous savez que les saisons croisées sont des moments importants pour comme on le dit, pour deux pays, puisque c'est des moments d'échange, de réflexion, mais où la culture est au centre, bien sûr, mais elle est accompagnée de grands programmes autour de grandes problématiques comme l'éducation, la recherche, la science. Le thème des océans va être un des thèmes principaux de cette saison croisée qui commence donc en février, qui ira jusqu'au mois d'octobre. La question de la parité, de l'inclusion. Donc toutes les grandes thématiques, on va dire, qui aujourd'hui traversent justement la société française, mais aussi la société portugaise. Vous savez qu'il y a un ministère de la mer au Portugal, un ministère de la mer en France. Comment on va justement ensemble co-construire des projets pendant cette saison. Il y a deux commissariats, un commissariat portugais avec Manuela Judis, un commissariat français avec Victoire Di Rosa.
Et moi, j'ai, je dirais, en responsabilité de travailler à l'idée de cette co-construction avec le ministère des Affaires étrangères français, avec l'Institut français, avec l'Institut Camões au Portugal, pour Mhm. justement essayer de développer ces échanges, mais qui soient des moments, je dirais, de renouvellement aussi de notre réflexion dans le cadre de l'espace européen, Mhm. avec d'autres pays, quelquefois extra-européens, qui pourront être invités évidemment dans des projets, qu'ils soient, comme je le disais, autour des programmes de recherche dans les universités aussi. Est-ce qu'il y a un travail qui peut se développer entre plusieurs pays pendant la saison France-Portugal autour du monde des étudiants? Euh, Évidemment, on sera sensible à la question de la Covid, puisque la saison, je dirais, Oui. a été touchée dans sa construction nécessairement aussi par cette question sanitaire. Oui, elle a été décalée déjà dans le temps. Alors l'ouverture, ce sera donc l'ouverture française, ce sera le 12 février à la Philharmonie pour un concert avec notamment la pianiste Maria João Pires. Emmanuel de Marcy Mota, vous êtes né de père français, de mère portugaise. Vous avez toujours dans votre travail eu des projets européens. À la Comédie de Reims, vous aviez initié le Festival Scènes d'Europe, au Théâtre de la Ville en 2010, les Chantiers d'Europe. Puisque on cherche aussi ce matin, voilà, à explorer comment s'exprime l'Europe et comment peut se construire un potentiel sentiment d'appartenance, vous, à travers ces projets-là, qu'est-ce que vous cherchez à construire et qu'est-ce qui les motive finalement chez vous? C'est-à-dire, il y a une chose qui me semble très importante. J'ai entendu votre émission depuis ce matin, c'est-à-dire que l'idée d'une Europe de la culture ou de la place de la culture, des arts, évidemment, au sein de l'espace européen, à travers la littérature, le cinéma, la peinture, on voit bien que l'espace européen a été traversé, si on prend des exemples, par exemple au XVIIIe siècle, Marivaux, qui était un grand spectateur de la transformation d'une société, a produit un théâtre qui était attaché aux comédiens italiens. Mm. On voit qu'un grand auteur allemand comme Büchner au XIXe siècle va écrire La mort de Danton ou Léon Séléna, Wojciech, qui vont être des œuvres qui vont interroger la société, mais je dirais au-delà de ses propres frontières, dans une réflexion justement avec la Révolution française, alors qu'il est lui-même allemand et qu'il est préoccupé de l'avancée, je dirais, tant artistique, scientifique de son pays, mais aussi dans un espace bien plus ouvert. Mm. On voit bien en France que après la Seconde Guerre mondiale, on a ce mouvement dans les années 50 qui est extrêmement important d'ouverture aux autres pays. La venue de Bertolt Brecht à Paris, avec le Théâtre des Nations, la venue de Giorgio Strehler aussi dans les années 50, la grande découverte aussi pour beaucoup d'Européens, en fait, fondamentalement, au fond d'eux-mêmes, après cette guerre terrible, où l'idée de la porosité des peuples, des cultures à découvrir, à travers les arts, la scène, le spectacle vivant, est absolument fondamentale. Donc, comment renouveler toujours cette question? Si on pense aussi aux années 80, l'installation de Giorgio Strehler avec la naissance à Paris d'un théâtre de l'Europe qui a été, préalablement s'appelait Théâtre de France et qui en 1983 plus exactement, en juin 83, devient un carrefour vivant de la création théâtrale européenne et dont la mission profonde est justement de vivifier un patrimoine dramatique de l'Europe à travers des auteurs, des poètes, des récits, des acteurs aussi, des actrices Voilà. et des langues. Donc on voit que la question des langues est le centre du théâtre. Donc pour moi, il était fondamental de m'inscrire aussi, étant portugais et français à la fois, ayant la double nationalité, je dirais de continuer à travailler, comme cela a été fait depuis plus de 50 ans, dans des grands enjeux qui sont ceux de la circulation, évidemment. C'est une nécessité européenne, mais aussi de la découverte dans une ville comme Reims, lorsque j'y travaillais, d'artistes comme Korsunovas, qui vient de Lituanie, de Arpad Schilling, qui venait de Hongrie, d'une Europe centrale qui rentrait petit à petit aussi dans l'espace européen, dans la communauté européenne, comme le Portugal l'a fait dans les années 80. Donc on voit bien qu'on est face à une Europe qui est très jeune en même temps, quand on regarde, si on regarde du 17e à aujourd'hui. Donc ce sentiment, aujourd'hui, il faut le vivifier chaque fois, le raconter et trouver surtout des nouvelles applications, des engagements concrets. Alors Sylvain Kahn, c'est intéressant finalement en écoutant Emmanuel de Marcy Mota et même en voyant effectivement ce qui se passe au théâtre, ce qui se passe en musique également, qu'il y a une Europe de la culture qui existe, qui vit en réalité, quand bien même l'Union européenne parle peu de culture. L'Union européenne parle peu de culture, elle a pour autant une direction générale chargée de la culture, il y a un commissaire chargé de la culture, il y a des politiques culturelles et donc des financements.
Vous savez, enfin, bon, je vais dire quelque chose d'un peu schématique ou d'un peu provocateur. Sous les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, on ne parle pas beaucoup de culture non plus, au sens où on n'a pas l'impression d'avoir un ministre de la culture ou des politiques publiques culturelles qui occupent le devant de la scène. Bon. Ça a été surtout des politiques de soutien, en l'occurrence, par la force des choses ces derniers temps, mais qui ont existé quand même. Oui, non, mais justement, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est pas parce que, comme vous le dites, l'Union européenne ne parle pas de culture qu'il n'y a pas des politiques culturelles, du soutien, des subventions, des financements. Bon, et puis par ailleurs, c'est peut-être une interrogation spécifiquement française, mais on ne peut pas à la fois avoir dans le débat est-ce qu'il n'y a pas trop d'Europe, et puis en même temps sur certains sujets de politique publique dire mais est-ce que l'Europe n'en ferait pas assez, ne faudrait-il pas qu'elle en fasse plus? Et enfin, sur la culture, bon là, je sors, si j'ose dire, de mon domaine de compétences, mais sur la culture, on sait bien que depuis une vingtaine d'années, au moins depuis Yves Michaud, il existe un grand débat pour savoir si la spécificité française d'un secteur culturel très, très, très soutenu par l'État ou les finances publiques et les collectivités territoriales, est-ce que c'est pas parfois contre-productif? Et l'Union européenne, me semble-t-il, ce que ça permet de dire, parce que moi, sur les politiques culturelles, encore une fois, c'est pas ma spécialité, c'est que l'Union européenne, me semble-t-il, a un peu les caractéristiques de ce que Crozier appelait un État léger. Et finalement, c'est assez intéressant de pouvoir observer, si j'ose dire, en laboratoire réel, qu'est-ce que c'est qu'un État léger. Voilà, qu'un État qui a des leviers extrêmement, avec des points d'application extrêmement forts, mais avec finalement très peu de fonctionnaires et un budget très petit et très limité. Et il y a une disproportion incroyable entre finalement l'impact de l'Union européenne et précisément son poids budgétaire et en termes de ressources humaines. Voilà. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais je dis que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on observe. C'est, me semble-t-il, un peu caché par les débats qu'il y a entre faut-il une souveraineté européenne, faut-il une souveraineté stato-nationale. En attendant, on a une forme d'étaticité qui correspond beaucoup à l'État léger et qui donne un certain nombre de résultats, et c'est intéressant du coup de les observer. Et on a des artistes qui circulent, qui passent d'un pays à un autre, qui travaillent ensemble, Emmanuel de Marcy-Motta, et finalement qui font vivre encore une fois, une culture européenne, peut-être de fait. Et finalement, est-ce que ça doit venir des institutions? Pas forcément, c'est peut-être préférable que ça se passe comme ça, non? Alors, moi, il me semble, si vous voulez, qu'il faut aussi constater une évolution de la vision européenne, de ce sentiment, comme il est souvent noté, d'appartenance européenne. Oui. On voit bien quand on parle aujourd'hui avec des gens qui ont 20 ans, 30 ans, que ce soit au Portugal, en France, en Espagne, en Pologne, enfin je ne vais pas citer tous les pays européens, mais on voit bien, et pour en inviter beaucoup, des artistes en danse, en particulier au Théâtre de la Ville, avec le Festival d'automne aussi, on voit tellement d'artistes circuler, donc avec qui il y a des échanges, des débats, des dialogues, avec des publics dans chaque pays. Il y a ce travail aussi d'éducation artistique, où on apprend à lire, je dirais, un spectacle venant d'un autre pays, de l'Union européenne. Rappeler également à la jeunesse, parce qu'elle le sait et elle y est très attentive avec l'Erasmus, qui n'a pas été celui de la culture, mais cet Erasmus de l'éducation à travers les universités a eu un rôle aussi extrêmement important pour beaucoup de jeunesse de différents pays d'Europe. Et l'Europe, c'est 24 langues officielles. 24 langues, c'est-à-dire que le lieu du théâtre, c'est aussi le lieu de la découverte des langues, des sonorités des mots, qu'ils soient hongrois, polonais, le souvenir, la mémoire de ces grands artistes, de Tadeusz Kantor, à Grotowski, à Peter Brook finalement, qui est venu s'installer à Paris, à toutes ces influences, ce système de confluence. Alors, on voit bien qu'il y a une évolution. C'est ça que je pense qu'il faut aussi bien sentir et analyser, c'est qu'il y a une évolution de ce sentiment d'appartenance qui est très important. Aujourd'hui, un jeune Portugais qui a 30 ans à Lisbonne se sent profondément européen. Ça n'était pas le cas nécessairement il y a 30 ans ou 40 ans. Il ne faut pas oublier que le Portugal, l'Espagne et tant d'autres pays, la Roumanie,
Roumanie, je ne vais pas tous les citer, étaient des dictatures jusqu'à quasiment les années 70, même si le Portugal a une république qui est constituée depuis 1910, fait partie des plus anciennes républiques de l'espace européen. Mais la dictature, des 50 ans de dictature dans énormément de pays d'Europe, de pays totalitaires, où les relents, on va dire, de nationalisme que l'on connaît aujourd'hui, qui ont toujours existé finalement, même en France, dans son histoire, dans notre histoire, le salazarisme au Portugal, avec les thèses de Maurras, qui étaient reprises par Salazar. On voit bien que l'Europe a toujours eu en son sein cette idée nationale, cette idée extrême, mais à contrario, en même temps, une idée d'avancer, de travailler ensemble, de co-construire, de faire circuler des pensées nouvelles. Et on voit l'évolution des jeunesses. C'est ça qui est important, je dis bien des jeunesses des pays, qui aujourd'hui sont attachés à une idée différente de l'Europe, parce que naître au Portugal dans les années 2000 ou dans les années 90, c'est naître dans une démocratie stable, qui a quitté la dictature et qui est dans un lien d'ouverture avec l'Espagne, avec l'Italie, avec la France, avec la Pologne, avec la Hongrie, et où toutes ces circulations sont possibles. Donc l'évolution, elle est extrêmement positive si on le regarde aussi de manière, je dirais, ouverte sur la jeunesse. Sylvain Kahn, ce sentiment d'appartenance, en même temps, on sait aussi que c'est assez... Emmanuel Macron veut le développer, ça fait partie donc des 3 grands axes de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne. Néanmoins, on sait que on est aussi là sur un terrain assez glissant et sujet à débat parce qu'alors on va vers la question de est-ce qu'il y a une identité, une culture commune européenne, et alors on n'est plus très loin du débat sur les valeurs européennes qui en ce moment est réellement un objet de conflit entre Bruxelles et la Pologne ou la Hongrie. Oui, pour répondre à votre question, je prolongerai volontiers le propos d'Emmanuel de Marcy-Motta sur la jeunesse et la culture, et là je pense à la culture scientifique, c'est-à-dire que une des choses qui est pour le coup assez tangible, même si elle est relativement discrète, c'est la politique scientifique de l'Union européenne, qui atteint maintenant, c'est ce qu'on appelle le PCRD, Programme commun de recherche-développement, qui atteint maintenant 9% du budget. Et puisqu'on parle du Portugal, je pense par exemple au fait que vous avez dans l'agglomération de Porto, à Matosinhos très précisément, qui est par ailleurs un des plus grands spots de surf d'Europe, donc ça c'est aussi très important pour la culture européenne et la jeunesse européenne. Vous avez un des plus grands laboratoires de biologie marine, le CIMAR, qui est financé par une énorme subvention, enfin c'est un énorme projet financier qui a été gagné par les équipes du CIMAR. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Et sur ce que vous disiez, effectivement, moi, j'ai plutôt tendance à considérer que cette opposition qui est mise en scène par un certain nombre de leaders politiques, on pense en particulier à Viktor Orban, qui depuis 2010, avec un très grand talent, qu'on soit pour ou contre, avec un très grand talent, est le héros ou le leader de ce que moi je propose d'appeler finalement la réactualisation de la tradition des anti-lumières de l'Europe, qui existe, ça vient d'être dit précédemment. Il ne faut pas imaginer que l'Europe, c'est uniquement l'humanisme, les lumières, la démocratie, l'état de droit. Au contraire, on se rappelle, Emmanuel de Marcy-Motta l'évoquait, dans l'entre-deux-guerres, l'attraction du fascisme. C'est François Furet qui, dans l'introduction du passé d'une illusion, insistait sur le fait que dans l'entre-deux-guerres, le fascisme était l'idéologie et le mouvement politique le plus populaire dans toute l'Europe. Donc aujourd'hui, on a d'une certaine manière la résurgence avec une figure réactualisée de cette tradition, non pas du fascisme, mais des anti-lumières, qui aujourd'hui prend une forme, alors on appelle ça l'illibéralisme, qui a peut-être des échos, du cousinage avec le fascisme, mais qui n'est pas le fascisme. Bien. Et donc, par rapport à votre question, il me semble que ce que ça révèle, c'est que l'Europe, dans une certaine mesure, est quasiment un pays ou une société. C'est-à-dire, il y a un débat démocratique entre des traditions, des options idéologiques différentes, d'accord ? Ceux qu'on peut appeler les nationalistes ou les néo-nationalistes, et puis ceux qui se réclament du progressisme au sens large. Est-ce que pour autant, il faut les exclure ? C'est-à-dire là, par exemple, Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, qui vient d'être reconduit, qui est maintenant, depuis le départ de Mme Merkel, le chef de gouvernement européen le plus ancien en poste,
a dit, il a eu une altercation lors du Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement de juin dernier. Il a eu une altercation extrêmement vive avec Viktor Orban, au motif que celui-ci venait de faire passer donc une loi homophobe. Il lui a dit bon bah écoute, il faut que ton pays sorte de l'UE. Oui, mais bon. Mais on est dans le cadre d'un débat. C'est comme si, dans un État membre démocratique, on disait à propos d'une formation de droite radicale ou d'une formation quelle qu'elle soit qui est non démocratique ou qui s'en prend à l'État de droit, il faut les exclure. Bon, vous voyez, moi je crois qu'il faut assumer le débat, au contraire. Un débat qui a quand même ceci de particulier, parce qu'on parlait tout à l'heure avant 8 heures, par exemple, des critères budgétaires, ou voilà, il y a aussi des débats sur ces questions-là. Là, quand il s'agit, on est sur autre chose aussi, dans le sens où il s'agit de débats sur des valeurs, Emmanuel de Marcy-Motta, peut-être. Oui, mais cette question, justement, ce mot valeur est un mot, finalement, je dirais, qui pose question, qui pose problème, parce que c'est un mot d'abord qui vient de l'anglais, avec values, et que nous utilisons tous et en permanence. On dit il faut défendre nos valeurs. Oui. Alors, les nôtres, d'abord, il faut les définir, ces valeurs, parce que, comme on vient de l'entendre, et ça a été dit parfaitement et très clairement, et je pense qu'on se rejoint profondément avec Sylvain Kahn, et d'ailleurs, j'ai trouvé son livre remarquable, j'ai regardé son livre sur l'histoire de la construction de l'Europe depuis 1945, parce qu'on voit bien que ces questions, on va dire, géopolitiques sont profondément culturelles, et que la culture, ça ne se réduit pas aux arts. Je tiens à le rappeler. La culture, il l'a rappelé, la culture scientifique est quelque chose d'extraordinairement important. J'ai cité des auteurs qui ont ce rapport à la science, ce rapport à l'art, et qui vont contre cette séparation, si vous voulez. Et cette séparation, elle est permanente. Alors, sur la question des valeurs, justement, il faut les définir. Parce qu'il y a celles et ceux qui défendent des valeurs d'extrême droite et qui considèrent que ce sont leurs valeurs. Donc on voit bien qu'il y a des définitions des valeurs qui sont différentes. Quand on parle de l'humanisme, ou quand on parle des Lumières ou des anti-Lumières, on voit bien à quoi on peut se référer. Quand je citais les thèses de Maurras, qui aujourd'hui sont reprises finalement dans certains pays de l'espace européen, quand on voit bien comment ces deux pays aujourd'hui, comme la Pologne et la Hongrie, ont mis en avant à travers leurs dirigeants des thèses que l'on connaît, homophobes et tout à fait dénonçables, inacceptables, mais cela fait partie de ce débat de l'histoire. Nous ne pouvons pas espérer que tout s'efface et que tout devienne merveilleux du jour au lendemain. Donc ce dialogue, il est absolument nécessaire. Mais ces valeurs, elles doivent être définies. L'enjeu, quand on parlait d'une Europe de la culture, elle est justement de continuer à préciser avec, je dirais, méthode, quelles sont les valeurs que nous défendons. Quand on parle de la recherche scientifique, du rapport de l'homme avec la nature, avec l'animal, de notre humanisme renouvelé pour le XXIe siècle, des nouvelles générations, du rapport à l'environnement. Le Portugal, qui a eu la présidence justement de l'Union européenne entre janvier et juin 21, puisque vous savez que c'est une présidence tournante. Voilà, il y a un an exactement, a énormément travaillé. Il y a eu des résultats très positifs de cette présidence dans le sommet social qui était à Porto, autour de la lutte contre les sans-abri, de la situation des sans-abri. Enfin, il y a des avancées sociales au sein aussi de ces moments de présidence européenne pour chacun des pays, ainsi que la question de l'environnement qui a été extrêmement important et porté par la présidence portugaise. Ensuite, la Slovénie l'a fait. Maintenant, c'est au tour de la France. Voilà, je pense que les enjeux de clarification chaque fois à travers un débat et non pas des polémiques, c'est toute la différence entre le débat et la polémique, la capacité à s'écouter, la capacité à écouter aussi l'idée, je dirais, qui nous paraît négative de l'autre. En fait, c'est la question de l'altérité qui est posée au sein de l'Europe, si vous voulez. Il me semble, quand on parle d'identité, est-ce qu'il y a une identité européenne ? Il y a plutôt une question d'altérité et non pas d'identité. C'est-à-dire cette capacité à regarder l'autre dans toute sa différence, parce que finalement, c'est ce qui a fait l'idée de la construction européenne. C'est le respect aussi des différences des cultures, dans le sens très large de ce mot, qui dépasse profondément la question des arts, justement. Et c'est cette opposition fondamentale entre l'altérité et l'identité, je dirais, qui se joue aussi au sein de l'espace européen. Et c'est là où il faut bien choisir, je dirais, la formulation de sa propre pensée. À l'été 2020, Sylvain Kahn, l'essayiste italien Giuliano da Empoli, avait rédigé pour le grand
continent une note pour un plan de relance culturelle de l'Union européenne. Ce qu'il disait, c'était, je le cite, que ceux qui investissent aujourd'hui le plus dans l'identité, la culture et les passions sont les anti-européens, alors que l'Europe elle-même n'arrive pas à mobiliser les émotions et les sentiments. Est-ce que finalement, l'Europe doit mobiliser les émotions et les sentiments ? Vous, dans votre livre, vous dites que l'histoire de la construction européenne ne fait ni rêver ni cauchemarder et que c'est précisément ce qui la rend unique. Oui, parce que mobiliser les émotions et les sentiments, précisément, quand des institutions, et a priori quand un régime politique s'occupe de mobiliser les émotions et les sentiments, on n'est jamais loin ni de la propagande, ni de la dictature, ni du totalitarisme, historiquement en tous les cas. Donc, moi je crois que précisément l'une des caractéristiques de ce régime politique, pour reprendre le titre du livre de Paul Magnette, qu'est l'Union européenne, c'est ce que disait Emmanuel de Marcy-Motta, c'est-à-dire c'est l'importance de l'altérité et du pluralisme, avec aussi la confiance qui est faite à la société civile. Bon, et là c'est vrai qu'en Europe, il y a plusieurs traditions. Il y a, comme en France, la centralité ou l'importance du rôle de l'État, ou comme en Suède, par exemple, l'importance ou la centralité de la société civile. Mais vous voyez, s'agissant de l'altérité et du pluralisme, qui sont précisément les deux valeurs auxquelles l'illibéralisme s'oppose et qu'il combat, il faut se rappeler de ce que disait Rémi Brague, ce philosophe qui travaillait sur l'Antiquité, qui a écrit un bouquin considéré comme un grand classique aujourd'hui, qui s'appelle Europe, la voie romaine. Il disait, il faudrait pouvoir le vérifier sans cesse, mais selon lui, que ce qui caractérise les Européens, et selon lui, déjà au moment de l'Empire romain, c'est cette capacité à s'intéresser à un tel point à une culture qui n'est pas la leur, ou qui n'est pas la nôtre, qu'on peut décider d'en emprunter des pans entiers. Et il disait ça, s'agissant des Romains, à propos de la culture grecque. Et c'est vrai que, en dépit, ou en même temps que les Européens ont pu être, à plusieurs moments dans leur histoire, et quand bien même ils étaient divisés entre eux, on va dire, les tenants de traditions colonialistes, dominatrices, guerrières, impérialistes, eh bien, en même temps, il y a toujours eu, entremêlé à cette tradition-là, une tradition, effectivement, de très grande curiosité, d'ouverture à l'autre, à l'altérité et d'emprunt. Et dans l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et depuis 7 décennies maintenant, je crois que cette caractéristique se retrouve dans le fait que, effectivement, les Européens ne cherchent plus à se dominer les uns les autres, mais cherchent au contraire à voir comment ils peuvent, s'intéresser ou s'ouvrir à ce qui fait la spécificité des autres pour s'en inspirer et faire quelque chose ensemble. Et Emmanuel de Marcy-Motta, nous parlions plus tôt ce matin de la crise sanitaire et de comment elle a pu aussi faire bouger certaines lignes en Europe. On sait que pendant les périodes de confinement, la façon dont les pays ont fermé ou non leurs théâtres, leurs musées, leurs librairies a parfois aussi été vue comme finalement une preuve de leur attachement, leur niveau d'attachement à tous ces lieux. Il y a aussi les politiques évidemment de soutien qui ont été décidées dans ce cadre. La problématique aujourd'hui, elle est autre puisque les salles sont ouvertes mais qu'il y a beaucoup de malades et j'avais envie quand même de vous demander, là on n'est plus tout à fait dans notre sujet, mais comment pour vous ça se passe en ce moment au Théâtre de la Ville ? Avant même de vous répondre sur le Théâtre de la Ville, si on est dans le sujet, puisque c'est une question il me semble qu'il est important d'échanger du point de vue européen, justement. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis portugais aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis anglais ? Même s'il y a eu le Brexit, mais nous restons, nous, au Théâtre de la Ville, en amitié avec les artistes anglais, justement, en considérant que beaucoup veulent rester européens et dans cette idée de l'Union européenne. Et surtout la jeunesse. Je vous rappelle que le Brexit anglais n'est pas fait par les nouvelles générations. Donc on voit bien, je reviens sur cet enjeu quand même, une seconde, qui est que les nouvelles générations et la société civile a, je dirais, un désir d'une Europe justement de dialogue, de l'altérité, qui n'est pas celle de la domination et qui s'éloigne de cette Europe coloniale, pour nommer les choses, ou cette Europe qui a été aussi fasciste pour beaucoup. Il faut faire confiance, je dirais, et comprendre les mouvements qui existent aussi avec les nouvelles générations, avec les nouveaux artistes, qui ont un engagement profond dans ce rapport aussi. On n'a pas
cité le rapport de l'Europe avec l'Afrique. C'est-à-dire que c'est un enjeu d'ailleurs qui est extrêmement important aujourd'hui. Pardon. Non, je précisais juste que ça fait partie justement des priorités aussi. Il y aura un sommet de coopération UE-Afrique pendant cette présidence française. Et c'est fondamental. La France est engagée. Emmanuel Macron l'avait souhaité autour du projet Africa 2020, c'est-à-dire comment renouer ou réinventer un nouveau dialogue pour ce 21e siècle. Et il n'y a pas que Emmanuel Macron. Le Portugal l'a fait avec ses colonies, l'Angola, le Mozambique, le Portugal, ses anciennes colonies, justement pour que ces dialogues soient complètement réinventé pour ce siècle. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un nouveau siècle. Alors pour arriver au virus, eh bien ces années 20 du 21e siècle sont marquées depuis 2020 par une situation européenne et mondiale. Donc ça pose bien cette question de cette Europe dans son rapport au monde, d'un virus mondial et que nous connaissons tous, avec plus de 4 milliards de personnes qui ont été confinées. L'ensemble des théâtres qui ont été fermés en 2020 sur la planète, c'est-à-dire c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, et je pense qu'il faut avoir une pleine conscience de cette question, essayer de l'appréhender profondément au fond de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un lieu comme un théâtre, qui en grec le mot théâtre, puisqu'on vient de citer la culture grecque, et je trouve ça très important que Sylvain Kahn ait rappelé aussi ce rapport avec la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui dans notre rapport européen. On voit bien que c'est aussi cela, je dirais, nos valeurs. Eh bien, on voit aujourd'hui que ces théâtres qui ont été fermés, tous se posent la question de comment réaccueillir le public. La situation aujourd'hui, tout de rapidement, suite parce qu'on arrive. Alors très vite, en une phrase, la situation elle est simple. Les théâtres ne sont pas fermés. On voit que beaucoup de théâtres ont pu continuer à fonctionner pendant ces vacances de Noël et que le risque, évidemment, c'est la circulation de l'Omicron, de ce virus qui fait que beaucoup d'artistes tombent malades eux-mêmes ou ne peuvent pas jouer, ainsi que des équipes techniques. Mais le public est présent et ce besoin de culture et d'échange, de se retrouver, on sent qu'il est extrêmement fort, qu'il y a une lassitude, mais qu'il y a aussi un combat nécessaire aujourd'hui pour garder de l'espoir, pour être ensemble et fabriquer des choses ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. Emmanuel de Marcy-Motta, directeur du Théâtre de la Ville du Festival d'automne et donc président de cette saison croisée France-Portugal 2022. Merci à vous Sylvain Kahn. Je rappelle votre livre « Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945 », votre dernier livre publié au PUF. Dans un instant, Caroline Brouet vient nous dire qui elle souhaite faire entrer à l'Open Panthéon.